S'étant assuré le contrôle politique du pays, expose l'accusateur américain Frank Wallis, les conjurés nazis entreprennent de consolider leur pouvoir. Dans cette voie, le premier pas consistera dans la persécution systématique, impitoyable, de leur adversaire. Afin de les liquider, on emploie deux méthodes, l'assassinat pur et simple et le camp de concentration. Les premiers camps apparaissent dès 1933. L'institution se généralise très vite, elle s'étend à l'ensemble du pays. Dans toute l'Allemagne, en ces mois décisifs qui suivent l'avènement de Hitler, règne un climat de sourde inquiétude. Les nouveaux maîtres procèdent aux bouleversements nécessaires ou encore à la mise au pas. Terme peu rassurant qui désigne des événements encore moins rassurants. Des faits qui se produisent tantôt dans la rue, tantôt en des endroits cachés soigneusement au regard indiscret. 12 ans plus tard, à Nuremberg, l'accusation donnera lecture d'une déclaration du consul Raymond Geist, à l'époque premier secrétaire de l'ambassade américaine à Berlin. On y relève le passage suivant. Les camps de concentration, créés dès 1933, furent placés sous l'autorité de la Gestapo. Le lendemain des élections du 5 mars, la fureur de la populace se déchaîna sous forme d'agressions de grand style contre les communistes, les juifs, toutes sortes d'autres personnes. Des bandes de miliciens rôdaient dans les rues, frappant des passants, brisant des vitres pour piller les étalages, allant même jusqu'au meurtre. Quant aux Allemands arrêtés par la Gestapo pour leur propre sécurité, on leur appliquait des procédés inqualifiables de brutalité et d'intimidation. Les victimes se chiffraient par centaines de mille. On pourra peut-être objecter que ce témoignage d'un Américain, écrit 12 ans après les faits relatés, risque d'être partial. Voyons maintenant ce qu'en dira Göring, interrogé par son principal défenseur, maître Otto Stammer. Göring. Bien sûr, il y a eu des excès, au début. Bien sûr, nos mesures ont pu parfois atteindre des innocents. Bien sûr, il y a eu des coups de poing et de matraque. Mais si l'on tient compte de l'immense signification du changement de régime, on doit admettre que cette révolution, cette libération de l'Allemagne fut la moins sanglante et la plus disciplinée de toutes les révolutions. Maître Stammer. Avez-vous contrôlé ce qui se passait dans les prisons? Göring. J'ai donné des instructions interdisant formellement toute violence envers les détenus. Pour le reste, je viens d'admettre qu'il y a eu quelques excès. Maître Stammer. Lorsque vous aviez connaissance de ces abus, quelle était votre réaction? Est-ce que vous interveniez pour les faire cesser? Göring. Je ne me suis occupé personnellement des camps de concentration que jusqu'au printemps 1934. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais résumer le cas Thälmann. Sans doute le plus remarquable, puisque Thälmann était alors le chef du Parti communiste. Quelqu'un, je ne sais plus qui, m'avait donné à entendre que Thälmann avait été frappé. Aussitôt, je le vis amener dans mon bureau, sans même en informer les services intéressés, pour le questionner moi-même. Il déclara qu'on l'avait effectivement frappé, surtout lors de son premier interrogatoire. Je lui dis alors, mon cher Thälmann, si c'était vous qui aviez pris le pouvoir, vos hommes ne se seraient pas contentés de me frapper. Ils m'auraient immédiatement coupé la tête. Il en convint. Je poursuivis en l'engageant à s'adresser directement à moi dès qu'il aurait une nouvelle réclamation à formuler, non seulement en ce qui le concernait lui-même, mais également lorsque des violences seraient commises sur des codétenus. Je ne pouvais évidemment être partout à la fois, mais je ne voulais à aucun prix que cet homme fût maltraité. Göring a pris un plaisir manifeste à raconter son histoire. N'a-t-il pas agi en vainqueur généreux? Malheureusement, cette noble attitude contraste singulièrement avec son grand discours du 3 mars 1933. L'accusateur britannique Harcourt Barrington se chargera d'en rappeler quelques passages comme celui-ci. Mes mesures échappent au mal pernicieux des scrupules juridiques. Au poste que j'occupe, je ne fais que faire de la justice. J'ai seulement à détruire, à extirper, à exterminer. Un point, c'est tout. Bien entendu, le redoutable Jackson tient lui aussi à interroger Göring sur la création des camps de concentration. Jackson. Si j'ai bien compris, vous estimiez indispensable, dès votre avènement, d'instituer des camps afin d'y interner des adversaires irréductibles? Göring. Les choses ne se sont pas passées ainsi. À vous entendre, nous nous serions dit, voici un certain nombre d'opposants, ou encore d'hommes qu'il faut mettre à l'abri de la colère populaire. Plaçons-les dans un camp.
En réalité, la création des camps se faisait en quelque sorte toute seule, comme la conséquence inévitable de notre offensive foudroyante contre les fonctionnaires et membres du Parti communiste. Du jour au lendemain, pour ainsi dire, nous nous trouvions avec plusieurs milliers d'hommes sur les bras, des individus qu'il fallait bien interner, mais dans les prisons, d'où la nécessité de créer un camp, enfin 2 ou 3. Jackson. Donc, d'après vous, les camps étaient une institution urgente et indispensable? Göring. C'est bien cela, du moins au début. Par la suite, la situation devait changer. Quand on a commencé à interner également pour des raisons non politiques, j'ai décrété en tant que Premier ministre de Prusse, Jackson. Laissons cela, voulez-vous? Inutile de sortir du sujet. Répondez simplement à mes questions et nous gagnerons du temps. Revenons au début du régime. Vous interdisiez strictement toute vérification judiciaire des internements. Vous teniez à ce que les tribunaux réguliers fussent dans l'impossibilité de s'en occuper. C'est bien cela? Göring. Je demande à la Cour l'autorisation de faire sur ce point une déclaration qui... Jackson, toujours aussi cassant. Les déclarations, c'est l'affaire de votre défenseur. Ne noyons pas le poisson. Les camps de concentration. Mais voici qu'intervient le président Lord Justice Lawrence. Lawrence. La Cour estime que le témoin, Göring dépose en effet à la barre et sous serment, doit avoir le droit de faire toute déclaration qui lui paraîtra nécessaire pour répondre aux questions de l'accusation. Jackson s'incline avec une mauvaise grâce évidente. Göring, souriant, enchaîne. Göring. Je voudrais simplement exposer que nous avions pris un arrêté. Toute personne conduite dans un camp devait recevoir, dans les 24 heures, notification du ou des motifs de son internement, et être autorisée à prendre un avocat. Arrêté qui semble démentir cette phrase déjà citée par Göring. Mes mesures échappent au mal pernicieux des scrupules juridiques. Que faut-il en conclure? Les camps de concentration étaient-ils vraiment, du moins au début du règne nazi, une institution relativement acceptable? On entendra à Nuremberg un homme qui doit le savoir, le policier Diels, ancien chef de la Gestapo. Sa déposition se limitera d'abord à l'année 1933, an 1 du régime. Diels. Les camps ne furent créés en exécution d'un ordre ou d'une instruction. Il n'y eut même pas de création proprement dite. Un beau jour, les camps existaient. Certains chefs de milices brunes organisèrent leur camp, chacun pour son compte, parce qu'ils ne voulaient pas confier leurs prisonniers à la police, ou encore parce qu'il n'y avait plus de place dans les prisons. D'ailleurs, c'est déjà le règne de la schlag, d'un bout du pays à l'autre. Cette dernière phrase résume bien la situation. Un peu partout, les sections de milices installent de leur propre initiative des chambres de torture secrètes où les fiers à bras en chemise brune peuvent s'en donner à cœur joie en cognant sur des hommes sans défense. La nouvelle de ces hauts faits franchit bientôt les frontières du Reich, soulevant dans le monde entier une vague d'indignation. Or, Hitler tient encore à la bonne opinion de l'étranger. Il va donc essayer d'effacer cette impression déplorable. Dans son esprit, c'est assez simple. Il suffira d'intégrer les camps et repères secrets dans l'appareil administratif du pays, de manière à les officialiser. Malheureusement, les milices ne l'entendent point de cette oreille. Elles n'ont nullement l'intention de se laisser freiner. Très vite, le conflit administratif dégénère en épreuve de force. Diels. En ma qualité de chef de la Gestapo, je devais intervenir contre toute opposition intérieure. En l'occurrence, le refus des milices de se plier aux instructions reçues. Ce ne fut pas facile. Pour ne citer qu'un exemple, nous avions appris l'existence d'une chambre de torture au 4e étage de la direction régionale des milices. Plusieurs fois, des personnes malmenées dans ce local avaient préféré se jeter par la fenêtre plutôt que de continuer à subir des sévices inhumains. Nous en étions informés par les habitants des maisons voisines. Je pris contact avec le commandant d'une brigade de police qui accepta de m'aider. Nous fîmes cerner l'immeuble par des policiers munis de grenades. Aussitôt, les miliciens ripostèrent en installant des mitrailleuses sous la voûte cochère et aux fenêtres. Comme je leur criai que Göring avait ordonné l'évacuation des locaux, ils répondirent par des rires bruyants et débordés d'injures. Une allusion aux grenades des policiers n'obtint pas de meilleurs résultats. Ce fut seulement après une longue et pénible discussion qu'ils acceptèrent de nous remettre les prisonniers et de se retirer. Nous trouvâmes, au 4e étage, plusieurs pièces vides, au plancher recouvert d'une mince couche de paille.
les prisonniers paraissaient sur le point de mourir d'inanition. Ils étaient dans un état effrayant. Les miliciens, pour leur arracher des aveux, les avaient d'abord enfermés pendant des jours et des nuits dans des placards exigus, véritables cercueils verticaux où l'on avait tout juste la place de se tenir debout. Quant aux interrogatoires, ce n'était que d'interminables scènes de sauvagerie. D'heure en heure, on livrait les malheureux à une dizaine de brutes qui les assouplissaient à coups de barres de fer, de matraques, de fouets. À notre arrivée, les prisonniers réduits à l'état de squelettes et couverts de plaies purulentes gisaient par rangées sur la paille souillée. Beaucoup d'entre eux avaient le visage horriblement enflé, au point qu'ils n'arrivaient plus à ouvrir les yeux, et les narines encroûtées de sang. Aucun n'était capable de marcher. Nous dûmes les porter dans l'escalier et les déposer dans les cars que j'avais fait amener. À la prison de la préfecture de police, je les fis examiner par nos médecins. La lecture du rapport médical aurait donné la nausée à l'homme le plus robuste. Peu à peu, la police parvient, généralement en recourant à la force, à fermer ses repères de tortionnaires. En revanche, la prise en main des camps non autorisés se heurte à une résistance qui frise l'émeute. Là encore, la déposition de Diels est révélatrice. Diels. Le maire de Papenburg, Westphalie, m'avait informé que les SS installés dans un camp de la région se conduisaient comme les Suédois pendant la guerre de 30 ans. Ils réquisitionnaient, arrêtaient à tort et à travers, et surtout faisaient marcher la matraque. Afin de me permettre d'occuper le camp, l'adjoint de Göring, le secrétaire d'État Groer, m'accorda 50 policiers berlinois armés de carabines. Mais les SS, nullement impressionnés, déclarèrent à mon parlementaire qu'ils nous recevraient à coups de mitrailleuse. J'en avertis aussitôt Grauert, qui m'envoya au renfort 200 policiers d'Osnabrück. Je pus ainsi encercler le camp, sans avoir pour autant la possibilité d'y pénétrer. À présent, policiers et SS se faisaient face, le doigt sur la gâchette. Très alarmé, je m'adressai directement à Hitler pour lui demander si la police devait faire usage de ses armes. Hitler, froidement, ordonna à l'armée d'envoyer de l'artillerie et d'écraser le camp sous une pluie d'obus. Devant cette menace, les SS capitulèrent. Mais j'eus à peine le temps d'organiser la prise en charge du camp. Déjà, un nouveau rapport m'appela d'urgence à Kemna, près de Wuppertal. À Kemna, les milices brunes avaient mis au point des tortures particulièrement raffinées. Ils forçaient les communistes internés à boire de la saumure de hareng, puis les exposaient toute la journée en plein soleil, sans leur donner une goutte d'eau. Ou encore, histoire de rire, ils les faisaient monter dans les arbres où, des heures durant, ils devaient imiter l'appel du coucou. Cette partie de la déposition des Diels sera confirmée en 1947, par les témoignages recueillis lors du procès des tortionnaires de Kemna. On apprend par exemple que les détenus étaient enfermés par groupe de 25 dans des cellules calculées pour 5 personnes. La nuit, on les faisait sortir un à un pour les interroger, c'est-à-dire les frapper jusqu'à l'évanouissement. Afin de couvrir leurs cris, une fanfare jouait l'hymne national. Parfois, pour varier les plaisirs, on les forçait à mastiquer et avaler des cigarettes allumées. Et on n'était encore qu'en 1933, quelques mois seulement après l'avènement des nazis. N'y avait-il donc personne parmi les nouveaux maîtres pour interpréter ces abominables signes précurseurs de l'horreur à venir? Il faut croire que non. Göring, en tout cas, se contente de placer les camps inofficiels sous l'autorité de l'État. Non pour des raisons humanitaires, mais uniquement pour consolider son pouvoir. Car malgré leur prise en charge par l'administration, les camps restent ce qu'ils furent au moment de leur création, des endroits où l'on torture et où l'on tue. Des détenus sont abattus alors qu'ils tentaient de s'évader, selon les termes pudiques des avis de décès. D'autres se suicident. Et l'Allemagne devient le pays du silence, le silence de la peur. Dans les villes, on organise des autodafés. Par milliers, on brûle des ouvrages qui ont contribué à donner à l'Allemagne, celle d'avant Hitler, son niveau littéraire et scientifique. Voilà où en est à présent le peuple des penseurs et des poètes. Quant à la presse, elle imprime ce que Goebbels lui permet d'imprimer. Si bien qu'à part quelques initiés, la grande masse ignore la hideuse réalité. Du moins pour le moment. Par la suite, il faudra être sourd et aveugle, ou encore se boucher les oreilles et les yeux, pour rester dans cette trop commode ignorance.
Tout serait parfait du point de vue hitlérien s'il n'y avait pas l'étranger. C'est que, hors des frontières du Reich, la presse est encore libre. Les nouvelles que les grands journaux reçoivent de leurs correspondants vont déchaîner une tempête d'indignation. Dès 1933, les lecteurs du monde entier savent ce qui se passe derrière l'orgueilleuse façade du Troisième Reich, et leur réaction se traduit par ce cri, ce mot d'ordre. Boycottons l'Allemagne. N'achetons plus ses marchandises, n'y passons plus nos vacances, montrons-lui notre réprobation, notre mépris, afin de l'obliger à mettre fin à ce cauchemar. En l'espace de quelques semaines, Hitler a réussi à ruiner le bon renom de l'Allemagne. Mais Goebbels ne se trouble pas pour si peu. Toutes ces accusations, affirme-t-il cynique, relèvent de la plus basse calomnie. Elles ont été inventées et mises en circulation par la juiverie internationale. À cette infâme campagne, s'écrie Goebbels, l'Allemagne se doit de riposter. Et il décrète pour le 1er avril 1933 un anti-boycott, en représailles des inqualifiables attaques de la presse étrangère. Bien sûr, il n'y a pas la possibilité de faire corriger les journalistes français, suisses, anglais ou américains. Il ne peut même pas se venger sur les correspondants accrédités à Berlin, sous peine de provoquer des incidents diplomatiques. En revanche, il a un bouc émissaire très commode sous la main, les Juifs d'Allemagne. À Nuremberg, on demande à l'accusé Julius Streicher de donner sa version de cette journée. Et Streicher, l'homme qui considérait l'antisémitisme à outrance comme sa principale raison de vivre, fait un récit où la naïveté puérile se mêle à l'hypocrisie la plus odieuse. Streicher. Quelques jours avant le 1er avril, je fus convoqué à Munich. Hitler me reçut dans son bureau de la Maison Brune. Il m'exposa que la presse étrangère entraînait une violente campagne contre la Nouvelle-Allemagne. D'où pour nous la nécessité de dire à la juiverie internationale « en voilà assez ». Afin de concrétiser cet avertissement, on allait organiser une journée anti-boycott, qu'il me chargeait de préparer. Ayant accepté cette mission, je donnai des instructions très strictes. Aucun juif ne devait être molesté. Les miliciens postés devant les magasins, ou entreprises juives, devaient empêcher toute dégradation matérielle. Il est incontestable que, grâce à ces mesures, la journée anti-boycott s'est, dans l'ensemble, déroulée sans incident. Je dirais même de façon exemplaire. Le terme mérite d'être retenu. De façon exemplaire. Alors qu'on barbouille d'étoiles de David les vitrines des magasins juifs, que les miliciens empêchent les clients d'y faire le moindre achat, qu'ils montent la garde devant les cabinets des médecins et avocats juifs, que du matin au soir, des camions parcourent les rues, chargés de miliciens qui scandent à tue-tête la belle devise lancée par Streicher, que les juifs crèvent. En même temps démarre l'appareil législatif. Sur ce point, la lecture du recueil des lois et décrets du Reich, année 1933, se passe de commentaires. Ce sont les accusés Frick et von Neurath qui ont signé le texte prévoyant la dénaturalisation des juifs immigrés. C'est Frick qui décrète l'exclusion des juifs de la quasi-totalité des emplois officiels de la presse et de la radio, qui leur interdit l'accès des facultés, l'exercice des professions médicales, judiciaires et même agricoles. Ils n'ont plus qu'à mourir de faim. Car des dispositions semblables vont bientôt suivre pour le commerce, l'industrie, la navigation maritime et fluviale, bref, toutes les branches d'activité. En attendant de procéder à leur extermination pure et simple. Des initiatives dans le domaine international détournent à présent l'attention mondiale des événements intérieurs. Hitler quitte la conférence de désarmement, en claquant la porte, bien entendu, et déclare que l'Allemagne ne fait plus partie de la Société des Nations. Il veut avoir les mains libres afin de réaliser le point suivant de son programme, le réarmement. Les 100 000 hommes auxquels le traité de Versailles a limité la Reichswehr deviennent les puissantes armées de la Wehrmacht. Toutefois, dans cette évolution, Hitler va se trouver devant un écueil. Que faire des millions de miliciens ? Leur chef, le commandant Rohem, se révèle de plus en plus un personnage gênant. Or, Hitler ne saurait tolérer d'autre pouvoir que le sien. Ce qui signifie, en clair, que Rohem doit disparaître. Jamais encore les méthodes de Hitler et de sa clique, dont notamment l'accusé Göring, ne se sont manifestées aussi brutalement. Du moment qu'il s'agit d'assurer leur emprise totale sur le pays, tous les moyens sont bons. Délibérément, froidement, le dictateur fera massacrer Rohem et la vieille garde des milices,
Sans parler des centaines de personnes qu'on liquidera par la même occasion, pour l'unique raison qu'elles n'ont pas toujours approuvé sa politique. À Nuremberg, Göring, l'un des principaux acteurs de cette nuit des longs couteaux, va relater le drame à sa façon. Göring. Entre le groupe Rohem et nous existait une opposition fondamentale. Rohem, mécontent de la direction trop sage que nous donnions à la Révolution, voulait suivre une voie beaucoup plus radicale. De plus, il estimait que le ministère de la guerre, donc pratiquement le commandement de l'armée, lui revenait de droit. Prétention que le Führer repoussa catégoriquement. Vers la fin avril, un chef subalterne des milices me confia que Rohem projetait une action contre Hitler et ses proches collaborateurs. Comme je connaissais Rohem personnellement, et même fort bien, je le convoquai pour avoir une explication franche. Bien entendu, il protesta de sa fidélité envers Hitler, affirmant que l'idée d'un complot ne lui serait jamais venue. Quelques jours plus tard, cependant, j'appris qu'il avait pris contact avec certains milieux résolument hostiles à notre politique. D'une part, le groupe du général et ancien chancelier Schleicher, de l'autre, celui de Gregor Strasser, ex-secrétaire du mouvement national-socialiste qu'il nous avait fallu exclure du parti. J'estimais de mon devoir d'en informer Hitler. À ma surprise, le Führer me déclara qu'il était déjà au courant des menées de Rohem, que la situation lui paraissait très grave, mais qu'il préférait rester pour le moment dans l'expectative, tout en suivant les événements de près. Le 29 juin, j'accompagnai Hitler à Essen, où nous allions assister au mariage du Gauleiter Terboven. La cérémonie venait de se terminer quand nous vîmes arriver Himmler, qui prit le Führer à l'écart et lui parla longuement. Puis Hitler me fit signe de le rejoindre dans la pièce voisine. Il m'apprit que Himmler l'avait averti de l'imminence du putsch des milices, et me donna ses instructions. J'allais immédiatement rentrer à Berlin afin d'agir sur le champ contre les conjurés dans toute la partie nord de l'Allemagne. Les uns seraient simplement arrêtés, d'autres, comme par exemple Ernst, le chef des milices de Berlin, allaient être passés par les armes. Hitler lui-même se rendrait en Bavière, où se tenait justement une réunion des principaux complices de Rohem. En effet, il n'y avait plus une minute à perdre. Déjà, plusieurs unités des milices brunes avaient reçu des armes et se tenaient en état d'alerte. Notre riposte foudroyante sauva la situation. En un seul endroit, il y eut un bref combat au cours duquel 2 chefs locaux des milices furent tués. À Berlin, dans les caves du quartier général d'Ernst, nous trouvâmes plus de pistolets mitrailleurs que n'en possédait toute la police prussienne. J'ai déjà dit qu'une partie des conjurés devait être arrêtée mais non fusillée. Malheureusement, nous eûmes des accidents, notamment celui qui coûta la vie au général Schleicher et à sa femme. L'enquête permit d'établir que Schleicher, en s'entendant notifier son arrestation, saisit un revolver, peut-être pour se suicider. Sur quoi, les 2 policiers dégainèrent également. Madame Schleicher se jeta sur l'un d'eux, et dans la brève mêlée qui s'ensuivit, l'arme du policier partit, toute seule, affirmait-il, et sans qu'il eût songé à s'en servir. En revanche, d'autres exécutions ne furent point des accidents. Dans la soirée, j'appris qu'on avait abattu même des personnes qui n'avaient absolument pas trempé dans le complot Rohem. Dès le lendemain matin, je demandai à Hitler, qui avait regagné Berlin au cours de la nuit, de décréter l'interdiction formelle des exécutions. Grâce à cet ordre, 2 hommes pourtant gravement compromis, et que nous avions initialement condamnés, eurent la vie sauve. Mais il fallait éviter à tout prix que le contrôle de l'épuration nous échappât. Par la suite, le résultat de l'action fut annoncé au Reichstag et approuvé par les députés comme par le président du Reich, en tant que mesure de légitime défense de l'État. Légitime défense de l'État. Ce qui surprend, ce n'est pas tant l'hypocrisie de cette justification, après tout les assassins ne sont jamais à court d'excuses, c'est surtout le fait que les chefs nazis se sont donné la peine d'en invoquer une. De toute manière, cette version de la nuit des longs couteaux n'est qu'une fable, à l'usage de ceux qui ne demandent qu'à être convaincus. La réalité est très différente. À Nuremberg, le témoin Gisevius, à l'époque haut fonctionnaire de la direction de la police au ministère de l'Intérieur, apporte un démenti cinglant aux affirmations vertueuses de Göring. Gisevius. Pour commencer, je tiens à souligner que le complot Rohem n'a jamais existé. Je m'en voudrais, certes, de prendre la défense des chefs miliciens, mais la vérité m'oblige de leur rendre cette justice. Ils n'ont jamais songé à se soulever. Ceci dit, l'antagonisme entre Rohem et les milices d'une part,
Hitler et Göring de l'autre, avait pris une forme aiguë. Alors, Hitler prit les devants. Quelques jours avant le 30 juin, il s'arrangea pour envoyer la quasi-totalité des milices en permission. Puis il convoqua leur chef pour le 30 juin même à une conférence qui devait se réunir à la petite station alpestre de Wissy, en Bavière. Bien entendu, les chefs s'y rendirent en toute innocence. A-t-on déjà vu des conjurés sur le point de déclencher une insurrection partir en wagon-lit pour aller discuter avec l'homme à renverser? Hitler avait bien calculé son coup. Les SS n'eurent plus qu'à cueillir les voyageurs à la descente du train, les embarquer et les transporter à la prison où attendait le peloton d'exécution. Quant au putsch de Munich, il ne dépassa jamais le stade de la fiction pure et simple. Les miliciens ne s'étaient même pas rassemblés, et leurs chefs, les traîtres Rohem et Heinz, dormaient du sommeil du juste, à 1 heure de voiture de là, sans soupçonner le moins du monde que la veille, à en croire Hitler, Munich avait été ensanglanté par un soulèvement de leurs troupes. À Berlin, je me trouvais aux premières loges pour suivre le déroulement du scénario. Une pièce policière, que ni le public ni la presse ne furent admis à voir. Il y eut même une note comique. Le 26 juin, donc 4 jours avant la date fatidique, l'un des principaux conjurés, le fameux Ernst, chef des milices berlinoises, sollicita une audience auprès du ministère de l'Intérieur. Il exposa au ministre qu'il avait eu connaissance de certaines rumeurs d'après lesquelles les milices berlinoises préparaient un soulèvement. Et il tenait à proclamer que ni ses troupes, ni lui-même n'en avaient la moindre intention. 3 jours plus tard, Ernst partit se reposer à Madère. Il ne devait pas aller loin. Le lendemain, la police le rattrapa à bord du paquebot qui allait appareiller et le ramena à Berlin pour le fusiller. J'ai d'ailleurs assisté à son arrivée, à l'aérodrome de Tempelhof. Fait d'autant plus intéressant que, quelques heures plus tôt, la presse avait déjà publié le communiqué annonçant son exécution. Quelles raisons ont pu pousser Hitler à liquider avec tant de brutalité les hommes qui, durant 12 ans, ont formé sa garde prétorienne? Et pourquoi a-t-il choisi justement la date du 30 juin 1934? Les faits dégagés par le procès de Nuremberg permettent de répondre à ces 2 questions. Comme tous les hommes qui arrivent au pouvoir après une longue et âpre lutte, Hitler va se trouver en butte aux sollicitations insistantes de ceux qui l'ont aidé à vaincre. Les miliciens estiment avoir droit à des récompenses tangibles, postes grassement rétribués, prébendes, sinécures. Or, Hitler ne l'entend point de cette oreille. Non par souci de l'opinion publique qui pourrait se cabrer devant le spectacle de ces coupes jarrets roulant carrosse, mais uniquement parce qu'il ne saurait admettre qu'on lui force la main. Les chefs miliciens osent gronder, eh bien, il saura les réduire au silence. De toute manière, le grand règlement de compte ne peut plus attendre. Hindenburg, le président du Reich, est un homme très âgé, très malade, qui va s'éteindre d'un jour à l'autre. Sa succession est pratiquement ouverte dès à présent. Dans l'esprit de Hitler, le problème est résolu d'avance. Ce n'est qu'en accédant lui-même à la plus haute dignité du Reich qu'il pourra réunir entre ses mains tous les pouvoirs, y compris le commandement suprême de l'armée. D'où la nécessité d'éliminer tous les obstacles avant la disparition de Hindenburg. L'adversaire le plus dangereux étant sans doute Rohem, avec ses 3 millions de miliciens. Rohem sera supprimé. Les détails de l'exécution figurent dans les mémoires que l'accusé Frank a rédigés dans sa cellule de la prison de Nuremberg. À l'époque, Frank, en qualité de ministre de la Justice de Bavière, put assister à ce qui fut, en fait, un vulgaire assassinat. Il raconte que dès 6 heures du matin, les SS amenèrent à la maison d'arrêt de Munich des chefs miliciens hébétés, hagards, incapables de comprendre ce qui leur arrivait. Vers midi, alors qu'il en avait déjà quelques 200, répartis dans les cellules disponibles, débarqua une nouvelle charretée comprenant Rohem et le groupe de ses adjoints et intimes. Le créateur et commandant des milices brunes avait été arrêté par Hitler en personne, au saut du lit. Les SS l'enfermèrent, après avoir posé un revolver sur la table de la cellule. Mais Rohem refusa de se suicider, hurlant que le Führer n'avait qu'à se déranger pour l'abattre de ses propres mains. Dans la cour, éclataient déjà les premières salves du peloton d'exécution. Alors, 2 SS, l'arme au poing, se dirigèrent vers sa cellule. L'un d'eux ouvrit la porte en criant « Préparez-vous, monsieur le chef d'état-major !» Rohem était déjà prêt. Torse nu,
Les yeux fermés, il se tenait, immobile, au centre de la cellule. Les deux SS tirèrent presque en même temps. Le corps massif de Rohem se raidit, puis lourdement s'effondra à la renverse. Comme il râlait encore, l'un des bourreaux se pencha, lui appuya le canon du revolver et lui donna le coup de grâce. Ainsi finit l'un des principaux artisans du triomphe de Hitler. Sa mort n'était certainement pas une perte. Brute sanguinaire, parfait soudard, pédéraste qui ne cherchait même pas à cacher son vice, Rohem fut peut-être l'individu le plus repoussant d'une clique abominable. Seulement, ce ne fut pas pour éliminer un être bestial que Hitler le fit abattre. Même pur et désintéressé, Rohem eût été supprimé de la même façon. Sa disparition allait définitivement réduire les milices au rang d'instruments aveugles et dociles. Et Hitler allait pouvoir régner sans partage.